Bonjour les amis et bienvenue sur Road High-Tech. Dans cette quatrième séance de formation, nous allons explorer ensemble les bases de la robotique mobile. Et principalement dans cette vidéo, on va commencer avec notre deuxième chapitre. Ce deuxième chapitre qui va parler beaucoup plus de la modélisation des robots parce qu'on a vu dans les vidéos précédentes qu'un robot, bien la robotique, a trois problèmes de base, à savoir la localisation, le mapping et bien sûr la navigation. Mais avant d'attaquer les problèmes de la robotique, on va d'abord être sûr qu'on doit être capable de représenter d'une façon abstraite notre robot qui est un objet qu'on peut toucher ou bien un objet concret. Ceci dit, on va aller rapidement dans le vif du sujet. Mais avant d'y arriver, qu'est-ce qu'on a fait pour éviter de faire des vidéos temps pour nous kilométriques? On a déjà essayé de mettre le programme de notre séance du jour. Et dans cette vidéo, on va plus vous expliquer en entrant en détail. Donc, nous sommes conscients que peut-être vous n'allez pas bien voir ce qui est au tableau, mais essayez plus de mieux comprendre les explications parce que les explications sont là pour mieux décrire ce qu'on a représenté au tableau. Donc, ainsi, on va donc commencer avec notre programme de cours et n'oubliez pas surtout que si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à nous faire le mail comme certains le font déjà. Rassurez-vous, on lit tous les mails et on répond à tout le monde. Vous pouvez aussi laisser en commentaire donc s'il y a des suggestions de ce côté-là. Et pour ceux qui ne sont pas du domaine de la robotique, vous avez aussi la possibilité de poser des questions pour mieux comprendre un peu la chose et aussi pourquoi ne pas vous lancer également en robotique. Maintenant, pour les experts du domaine, nous vous remercions déjà pour la contribution parce que grâce à vos suggestions et vos remarques, on s'améliore progressivement et on espère faire davantage. Sinon, on va donc commencer avec l'essentiel de nos programmes. Donc, rassurez-vous que nous avons commencé les bases de la robotique. Donc, il y a de cela peut-être 3 séances déjà. Et aujourd'hui, on va continuer avec le deuxième chapitre. Dans ce deuxième chapitre, ici particulièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler sur la modélisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un modèle géométrique? Qu'est-ce qu'on appelle un modèle géométrique? Quels sont les différents éléments qui constituent un modèle géométrique? Donc, dans notre cas d'étude, on va travailler avec le modèle d'unicycle de ce côté. Ensuite, on va avancer avec d'autres modèles d'unicycle. Mais dans cette vidéo, principalement, on va se concentrer uniquement sur le modèle d'unicycle du type 6DDR. C'est quoi les DDR? Les DDR, c'est simplement ce qu'on appelle les degrés de liberté. Ça veut dire que on va juste autant nous vous présenter comment on peut modéliser un robot sous-marin, un drone et bien d'autres. Bien sûr, notre cours s'intitule les bases de la robotique mobile et on est conscient qu'un robot mobile, par contre, se déplace dans le plan, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Donc, puisqu'il se déplace dans le plan, ça veut dire simplement qu'on n'aura pas à travailler avec les 6 degrés de liberté, mais on introduit ça pour vous permettre déjà de mieux appréhender la chose et d'être plus à l'aise lorsqu'on va travailler sur le plan. Donc, ainsi, lorsqu'on a par exemple, lorsqu'on veut parler autant pour nous de la modélisation géométrique, on s'intéresse tout d'abord à ce qu'on appelle la position. Donc, c'est quoi la position du robot? Ça veut dire qu'on est capable de définir où est-ce que se trouve notre robot. Donc, vous devez comprendre que la modélisation géométrique ici tient compte de la position et de l'orientation du robot. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut simplement dire qu'on est capable de savoir où est-ce que se trouve notre robot. Donc, c'est-à-dire, on définit les coordonnées en abscisse, en X, Y et Z. Et on doit aussi être capable de définir de quel angle, c'est-à-dire de combien de degrés notre robot va tourner. Notre robot qui est défini comme ceci, s'il avance comme ceci et s'il tourne peut-être à gauche, notre robot tourne à gauche de combien de degrés. C'est ça en autre terme qu'on parle ici. Et c'est ça qu'on retrouve dans cette notion de modèle géométrique. Donc, dans un exercice, dans un projet de robotique, on peut vous demander de définir ou bien de déterminer le modèle géométrique d'un robot. Ça peut être un robot sous-marin comme dans notre cas. Vous savez simplement que vous devez chercher la position et bien sûr l'orientation de notre robot. Étant donné que si on connaît déjà par exemple la vitesse, la position de notre robot ainsi que l'angle avec lequel tourne notre robot, on est capable aussi de connaître à quelle vitesse avance notre robot et à quelle vitesse tourne notre robot. C'est pourquoi on va donc s'intéresser par la suite à ce qu'on appelle la modélisation cinématique. Cette modélisation cinématique tient compte de ce qu'on appelle la vitesse linéaire. La vitesse linéaire ici, c'est quoi? C'est la vitesse à laquelle avance notre robot. Donc, notre robot, il est placé ici. Il doit être capable de parcourir une distance peut-être de 10 mètres. On doit être capable de déterminer avec quelle vitesse ce robot s'est déplacé peut-être de 0 à 10 mètres. Là, on va s'intéresser sur ce
modèle dans ce sens. Maintenant, si nous sommes tous d'accord que en ce qui concerne les trajets, on peut avoir des trajets circulaires, rectilignes et bien d'autres. Donc, on est aussi capable de savoir avec quelle vitesse notre robot tourne à gauche ou bien à droite. Pourquoi on doit s'intéresser à ça? Parce qu'on doit exploiter ces éléments-là dans la programmation de nos robots, puisque dans la prochaine séance, on va vous montrer les algorithmes ou bien l'algorithme de programmation de la navigation, par exemple, d'un robot mobile, un algorithme assez simple et classique. Donc, ces éléments-ci sont à la base. Pourquoi? Parce que en fonction de la vitesse d'orientation et de l'angle, bien sûr, on doit également savoir si notre robot tourne à gauche ou bien il va tourner à droite. Donc, ce sont les éléments de base qu'on doit travailler ensemble dans cette vidéo-ci pour être capable de définir à la fois le modèle géométrique et le modèle cinématique d'un robot. Bien sûr, lorsqu'on parle ici de la torpille ou bien de drone, on doit aussi s'intéresser en d'autres termes sur la modélisation dynamique. Mais nous, on ne va pas trop s'attarder sur la modélisation dynamique, tout simplement parce que on va travailler sur les robots mobiles. Et dans les robots mobiles, particulièrement, on ne s'intéresse pas trop au modèle dynamique, tout simplement parce qu'on néglige les forces, c'est-à-dire les forces de la réaction du sol. Donc c'est négligeable dans les calculs. Mais sinon, pour ceux qui vont travailler sur le drone, ou bien les robots sous-marins, ou bien les robots de type CDDL, vous allez donc travailler, vous aurez donc 3 niveaux de modélisation. Donc, vous devez comprendre quoi? Qu'est-ce que vous devez comprendre par là? Vous devez comprendre que lorsqu'on parle de la modélisation, on a 3 niveaux de modélisation. On a le niveau géométrique, qui s'intéresse à quoi? À la position et à l'orientation de notre robot, c'est-à-dire à quelle position se trouve notre robot et par rapport au monde, par exemple, ou bien de quel angle tourne notre robot. Ça, c'est le premier niveau de modélisation. Le second niveau de modélisation, maintenant, c'est quoi? C'est OK, maintenant qu'on connaît la position de notre robot, avec quelle vitesse, de quelle vitesse avance notre robot. Donc, c'est ce qu'on appelle la vitesse linéaire. Ensuite, de quel angle, avec quelle vitesse, d'accord, notre robot tourne soit de gauche ou bien à droite. C'est ce qu'on appelle la vitesse de rotation, ou bien la vitesse angulaire en notre terme. Ça, c'est le deuxième niveau de modélisation. Mais le troisième niveau de modélisation maintenant ici concerne ce qu'on appelle les forces et les moments de notre robot, c'est-à-dire le poids, la force de frottement et bien dedans. Vous devez comprendre que en fonction du projet que vous avez devant vous, ou bien en fonction du projet sur lequel vous travaillez, vous devez déterminer quel type de modélisation. Mais retenez qu'en robotique, généralement, chaque projet robotique a au moins un niveau de modélisation. Donc, au minimum, c'est un niveau de modélisation. Soit vous allez au moins faire la modélisation géométrique, soit vous allez au moins faire la modélisation dynamique, soit vous allez faire les deux en même temps, ou bien les trois. Bref, ça dépend des circonstances autant pour nous et bien sûr de ce que vous voulez faire dans le projet. Donc, voilà un peu en quelque sorte figé d'une façon théorique et abstraite ce qu'on appelle la modélisation. Donc, modéliser revient à représenter d'une façon abstraite notre robot qui est bien sûr un système concret, et à partir de là, donc, on va donc déterminer les vitesses de rotation, les vitesses d'orientation, la position et l'orientation de notre robot. Donc, dans le cas maintenant d'un robot sous-marin, voici de ce côté, comment faire pour représenter cela? Donc ici, c'est d'une façon théorique. Là, on explique, on comprend. Maintenant, si on vous demande de représenter cela, ça veut dire qu'on a par exemple notre torpille qui est là, c'est-à-dire notre robot sous-marin. Ça peut être un truc peut-être comme ceci, d'accord? Qu'est-ce qu'on dit? On va maintenant déterminer à la fois le modèle géométrique et le modèle cinématique. Pour le moment, on s'intéresse uniquement sur le modèle géométrique. Ça veut dire qu'on va connaître la position et l'orientation de notre robot sous-marin. Donc, regardez d'abord ce repère, donc de ce côté. Sur ce repère, qu'est-ce qu'on a? On a ici le repère U. Ce repère U qui est défini ici, c'est le repère par rapport au monde. Ça veut dire que notre torpille ou bien notre robot sous-marin est défini ici à l'instant t égale à 0. Donc, lorsque le pointé ici, par exemple, peut-être la boussole peut indiquer le nord, ça veut dire que le X ici représente le nord de ce côté. Ensuite, on a bien sûr Y qui représente le centre de la Terre, voilà, de ce côté. Et on a ici Z qui est pointé par exemple vers l'Est. Là, c'est la représentation de notre robot sous-marin à l'instant T, c'est-à-dire par rapport au monde. Donc le robot est encore là, on n'a même pas encore actionné, on n'a pas encore démarré en Angleterre. Une fois qu'on a défini donc ces modèles, c'est pourquoi on représente ici par X, Y et Z. Pourquoi? Pour les translations. On va y revenir. Maintenant, lorsqu'on a donc défini cela par rapport au monde, on va donc définir par la suite ce qu'on appelle les orientations. Puisque regardez ici, c'est le même schéma qui est là. Donc on vient de définir
la position en fonction de X, Y et Z. Donc à partir d'ici, on peut déjà donner la position de notre robot sous-marin par rapport au monde en fonction de X, en fonction de Y, en fonction de Z. Puisque nous sommes quoi? Nous sommes dans l'espace. C'est pourquoi on a X, Y et Z. Maintenant, puisque nous sommes là, on va aussi chercher l'orientation pour définir, pour avoir le modèle géométrique de notre robot. C'est-à-dire, l'orientation ici, c'est quoi? C'est de quel degré, de combien de degrés autant pour nous tournent nos robots suivant l'axe des X. C'est ça ici qu'on définit comme ceci, avec l'angle phi qui est là. Maintenant, ensuite, on va donc chercher à savoir de combien de degrés tournent nos robots suivant l'axe des Z. C'est ça qu'on définit ici par ci. On va aussi chercher de savoir, on va aussi également chercher à savoir de combien de degrés tournent nos robots suivant l'axe des Y. C'est ça qu'on va définir ici par θ. Maintenant, phi, θ et ci représentent ce qu'on appelle les orientations. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modèle géométrique de notre robot par rapport au monde, c'est-à-dire à l'instant T, défini qui est là, ce modèle est représenté par X, Y et Z. Pourquoi? Pour les translations. On peut mettre ça par exemple ici pour dire translation. Et θ, phi, θ et ci pour les orientations ou bien rotations. Donc, lorsqu'on vous demande par exemple pour un projet de robotique de déterminer le modèle géométrique d'un robot, sinon nous sommes par exemple dans l'espace, ça peut être comme on a dit un robot sous-marin comme dans ce cas, ou bien un drone, on vous demande simplement de déterminer bien sûr ces coordonnées, c'est-à-dire X, Y et Z, phi, θ et ci, là c'est dans le plan. Maintenant qu'on a ce modèle dans le plan, est-ce que notre robot doit rester dans le plan? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a le modèle de notre robot à l'instant T. Ça veut dire que le robot, lui, il est défini à cette position-ci. Maintenant, l'objectif, c'est que ce robot parte d'ici, peut-être pour ici, par exemple, disons, ouais, effectivement, pour là. Maintenant, notre robot, quand il se déplace, c'est-à-dire le robot sous-marin qui est là, il se déplace, est-ce que la modélisation du robot est encore en fonction du plan, ça veut du monde? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, notre robot, par exemple, pointait vers le nord. Est-ce que lorsqu'il se déplace là, la tête de notre robot sous-marin pointe toujours vers le nord? La réponse, bien sûr, c'est non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, figurez-vous, si vous voulez peut-être prendre, vous êtes peut-être, disons, à Abidjan, et vous voulez peut-être, je ne sais pas, vous êtes à Yopougon, et vous voulez aller peut-être, je ne sais pas, disons, à Abobo. Est-ce que lorsque vous quittez là et que votre véhicule pointe peut-être vers le nord, vous n'allez pas forcément, ce n'est pas en allant forcément vers le nord que vous allez arriver à Abobo, non. Donc vous allez simplement regarder la carte qui mène, bien, le trajet qui mène de Yopougon à Abobo. Donc ce qui fait qu'en le faisant, vous allez d'une façon ou d'une autre quitter le nord. Et en quittant le nord, vous devez ensuite redéfinir maintenant ce qu'on appelle le modèle géométrique du robot à l'instant T. Ça veut dire qu'on est capable de connaître la position de notre robot sous-marin à un instant donné. Ça veut dire que si vous restez dans ce modèle géométrique qui est là, et que le robot sous-marin est déjà à ce niveau, si vous donnez la position du robot ici, lui, il va localiser le robot ici, pourtant le robot est déjà ici. Ça veut dire que cette notion est indispensable pour que vous puissiez mieux comprendre le problème lié à la localisation. Ça veut dire que si vous laissez ici, pour ce par exemple, un exemple aussi simple, si vous avez peut-être Google Maps et que vous êtes chez vous, après peut-être 10 mètres ou 1 km de chez vous, Google Maps vous pointe, vous dit encore non, vous êtes chez vous, pourtant vous n'êtes pas chez vous. Donc vous comprenez que le Google Maps vous donne votre position plus en fonction de la maison, mais plutôt en fonction de là où vous êtes actuellement. Voilà pourquoi on va définir un nouveau repère ici sur notre robot sous-marin qui est ici. Ce nouveau repère qui est appelé ici B de ce côté. Maintenant, ce nouveau repère maintenant a bien sûr 3 translations qui est là, U ici, V et W, U pour le X, et V pour le Y et W pour le Z. Donc, ces 3 translations maintenant également vont permettre à notre robot de se déplacer suivant de translater suivant les 3 axes, à savoir U, V et W, qui correspondent ici à ce qu'on appelle les translations. Maintenant qu'on a donc défini dans ces translations, le robot doit aussi être capable de se mouvoir, d'effectuer des mouvements de rotation suivant son axe. Et voilà pourquoi on va donc définir cela, c'est-à-dire on va remplacer, autant pour nous, les angles phi, θ ici par une appellation qu'on appelle généralement en robotique par roulis, tangage, lacet. D'accord, on les utilise généralement lorsqu'on veut travailler avec les équations d'Euler-Lagrange. Et généralement en robotique, c'est ce qui s'est imposé comme la norme, à savoir en termes d'appellation. Lorsqu'on parle de roulis, tangage, lacet, cela renvoie tout simplement, autant pour nous, aux
angles d'orientation à l'instant T de notre robot. Donc voilà pourquoi on définit ici des roulis ici qui est défini par P, petit p, suivant l'axe U, d'accord? Et maintenant, tangage ici qui est défini par petit q, suivant l'axe V, et lacet qui est défini par petit r, suivant l'axe W. Donc, avec ceci, qu'est-ce qu'on a? On a ici le repère suivant le monde qui est U, on a ici le repère suivant notre robot. Ça veut dire que le robot qui est là, le robot sous-marin qui est ici, peu importe là où le robot va aller, on peut être capable de déterminer à la fois sa position et sa vitesse et son angle d'orientation. Puisqu'on a un repère qui est défini sur notre robot, on peut facilement trouver le coordonnées du robot à l'instant T. Donc maintenant, puisqu'on a donc ces coordonnées du robot à l'instant T, et notre repère sort, c'est-à-dire notre point initial, notre point de départ est défini ici, est-ce qu'on est capable de déterminer la position du robot par rapport au monde? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a notre robot qui est là. Donc, un exemple aussi simple, on prend notre exemple de tout à l'heure, entre Yopougon par exemple et Abobo. Le taximan, le chauffeur est à partir de Yopougon, maintenant il est peut-être entre Yopougon et Abobo. Maintenant, on est capable de déterminer la position de notre chauffeur entre Yopougon et Abobo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, puisqu'on a un repère qui est défini sur notre véhicule ou bien sur notre robot sous-marin, on peut définir sa position. Maintenant, comment évaluer sa position, la position de notre robot sous-marin par rapport au monde réel? On applique simplement ce qu'on appelle la matrice de passage. Ça veut dire qu'on va appliquer une matrice de passage du repère B vers le repère U. Ne vous inquiétez pas, on va travailler sur des matrices de passage d'une façon plus progressive et simple. Donc, ça veut dire que si on détermine les coordonnées du repère, la position du robot à l'instant T, on peut connaître sa position à partir du monde. Est-ce que vous comprenez un peu la philosophie qui se cache là derrière? Ça veut dire que si on a la possibilité de connaître que notre robot à un instant T est par exemple à tel endroit, on peut à partir de là déterminer le modèle géométrique du même robot par rapport au monde réel. Tout simplement parce qu'on va appliquer ces matrices de passage du repère B vers le repère U. Ainsi, d'une façon simple, si vous avez compris cette philosophie, vous devez comprendre que lorsqu'on parle de la modélisation d'un robot, ça c'est par exemple le cas d'un robot sous-marin, on va d'abord chercher la position et l'angle d'orientation. La position ici qui est exprimée par un X, Y et Z pour les translations et phi, θ et psi pour les orientations. Ça c'est par rapport au repère fixe, c'est-à-dire par rapport au monde, au point de départ de notre robot. Maintenant, par rapport à un instant donné T, on doit donc définir un nouveau repère sur notre robot, qu'il soit un drone ou bien un robot sous-marin ou bien dans le plan de ce côté. Lorsqu'on définit maintenant le nouveau repère, on va donc déterminer bien sûr les translations qui sont définies par U, D et W et l'orientation qui sont définies par roulis qui est P, tangage qui est U et lacet qui est R. Dès que vous avez donc défini ces éléments-là, vous venez d'une façon simple de modéliser votre torpille, ou bien votre robot sous-marin, ou bien votre drone, ou bien en fonction de ce que vous avez, du robot que vous avez en main, vous venez donc de sortir le modèle géométrique de ce robot. Étant donné que vous avez donc sorti ce modèle géométrique et qu'on a des éléments qui sont là, à savoir X, Y et Z, qui représentent la translation, θ, θ ici qui représente l'orientation, on est d'accord qu'on doit utiliser les unités pour les représenter. Ça veut dire ici, on est capable de dire, ok, notre robot est à 5 mètres, à 15 mètres, à 30 mètres par rapport à l'objectif. Voilà pourquoi on va définir les translations par le mètre. Voilà, donc ça c'est l'unité de mesure de ce côté. Tandis que la rotation va être définie par le radian, pas en degrés. Bien sûr, généralement dans le monde commun, les angles on travaille plus en degrés, mais en robotique. Pour les roboticiens, on travaille plus en radian. Donc, c'est pourquoi les rotations doivent être définies en radian. Il faut bien comprendre ces notions clés-ci. Ça veut dire que lorsque vous travaillez déjà dans le monde de la robotique et que vous avez par exemple des translations à définir, à faire des calculs, vous devez être capable de comprendre que les translations vont s'exprimer en mètres, tandis que les orientations ou bien les angles vont s'exprimer en radian. C'est indispensable. Maintenant, quand vous avez donc compris cette notion-ci, là maintenant, on a les coordonnées ou le modèle géométrique de notre robot par rapport au monde. Maintenant, quelles sont les unités de ce même modèle géométrique par rapport au robot? Puisqu'on n'a pas le même modèle ici, en fait, en d'autres termes, on n'a pas les mêmes unités. On effectue quoi? Une transformation. Tout à l'heure, on a expliqué ça. On a fait une transformation pour partir du repère U vers le repère B.
D'accord? On peut aussi faire la transformation inverse du repère B vers le repère U. Ce n'est pas l'objet de notre cours actuellement. Donc, puisque pour obtenir cela, on applique la dérivée de ce côté. Voilà pourquoi on va exprimer les unités de mesure en translation dans le repère donné en mètres par seconde. Ça, c'est pour la translation, tandis que la rotation va s'exprimer en radians par seconde. Tout simplement parce qu'en dérivant les unités de ceci, on va obtenir ceci. En faisant la primitive de ceci, on va obtenir, en dérivant les coordonnées par rapport du repère, c'est ça, effectivement, en dérivant les coordonnées du repère du robot par rapport à l'instant donné, c'est-à-dire à l'instant T, on peut trouver donc sa position par rapport au monde et vice-versa. Donc, si on a la position du robot par rapport au monde, on applique la dérivée, ou bien la rotation, on obtient ces coordonnées par rapport au plan et vice-versa. Voilà un peu d'une façon simple et très classique ce qu'il faut retenir lorsqu'on parle de la modélisation géométrique d'un robot. Là, on a travaillé sur le cas d'un robot sous-marin. Donc là, pour prouver ces éléments-là, ce n'est pas compliqué. Peu importe le type de robot, que ce soit les drones, que ce soit les robots à roues, comme on va voir tout à l'heure dans les prochaines séances, vous devez simplement chercher la position de notre robot, à savoir X, Y et Z, de ce côté, et chercher également l'orientation de notre robot, à savoir phi, θ et psi. Ça, c'est dans le cas où nous sommes dans les 6 degrés de liberté. Vous comprenez qu'on peut également évaluer la distance entre les deux repères. Cette distance est généralement notée D, que voici. Donc, une fois qu'on a donc résumé tout cela, vous comprenez d'une façon aussi simple et d'une façon aussi basique que la modélisation, c'est une étape très cruciale lorsqu'on travaille en robotique, parce qu'à partir de là, on peut déjà estimer la position ou bien l'orientation de notre robot. Maintenant qu'on est capable d'estimer la position et l'orientation de notre robot, on doit également être capable pour nous de déterminer la vitesse linéaire et la vitesse de rotation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est le deuxième niveau de modélisation, à savoir le modèle cinématique. Dans ce deuxième niveau de modélisation, on va être capable de calculer cela et ne vous inquiétez pas, on a mis la formule ici. On va peut-être mettre la capture d'écran du fichier en commentaire, voilà, parce que là, je ne pense pas que vous allez voir, mais en quelques mots, pour ne pas être très long. Ici, on effectue déjà les calculs en amont, on prend ici la formule finale. Donc voilà, c'est la formule qu'on prend là. Donc on prend ici les coordonnées, voilà, la vitesse du robot par rapport au monde. Voici X point, Y point, Z point, que ce soit en translation ou en orientation. On applique simplement la dérivée. Lorsqu'on fait les calculs, on obtient simplement cette matrice qu'on a devant nous là. Lorsqu'on a donc cette matrice de ce côté, on multiplie bien sûr par les coordonnées de notre robot, que ce soit en translation, c'est ici U, V et W, que ce soit en orientation. Lorsqu'on applique ça et on multiplie, on obtient donc le modèle cinématique de notre torpille, c'est-à-dire de notre robot sous-marin. Ça peut être pour les droits de consort. Le gros avantage avec ce programme, c'est quoi? C'est qu'on a un bloc de 0 qui est là, si vous regardez. Vous allez voir ça, ne vous inquiétez pas. Oh, voilà. On a un bloc de 0 qui est là. Ce bloc de 0 ici va nous faciliter les calculs au moment de l'implémentation. Tout simplement parce qu'il n'y a pas une liaison, il n'y a pas une corrélation directe entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Donc, et avec ça, ça va faciliter surtout la programmation. Une fois cela fait, donc, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas peut-être visible. Et aussi, lorsqu'on va mettre ça en commentaire, vous allez vous rendre compte que c'est tout un grand tableau, voilà, avec des formules en cosinus, sinus et bien d'autres. Mais vous pouvez aussi faire quelques tours pour réviser un peu la Cligo, parce qu'on aura besoin de la Cligo pour implémenter ces différents modèles. Mais sinon, particulièrement dans ce programme-ci, on va éviter au maximum possible les calculs. On va juste faire des éléments un peu plus simples pour vous permettre, pour nous, de mieux comprendre les éléments et ce qui se cache derrière la programmation d'un robot, la localisation et la modélisation. Donc, pour conclure par rapport à notre première séance concernant la modélisation, vous devez comprendre quoi? Lorsqu'on parle du modèle, de la modélisation d'un robot, donc que ce soit un robot sous-marin, que ce soit un drone, que ce soit un robot mobile, vous devez être capable de définir, de connaître la position et l'orientation du robot. Donc ça veut dire que vous devez être capable de définir, de dire que notre robot se trouve à tel endroit par rapport au monde, par rapport au point de départ, et notre robot, tant pour nous, tourne de tel degré, de tel radian, par rapport à
par rapport à l'axe du robot. Donc, ça, c'est le premier niveau de modélisation. Le second niveau de modélisation, maintenant, c'est quoi? Vous devez être capable de chercher également ce qu'on appelle la vitesse linéaire. Ça veut dire à quelle vitesse notre robot va avancer et avec quelle vitesse notre robot va tourner. Donc, ce sont les éléments qui entrent bien sûr dans la constitution, dans la programmation de notre robot, comme on va au niveau de la navigation. Et enfin, vous devez être aussi capable de travailler sur le modèle dynamique. Ce modèle dynamique qui concerne ce qu'on appelle les forces et les moments qui sont présents sur notre robot. Vous voyez que lorsqu'on pose notre robot juste sur la table comme ceci, il y a l'action, voilà, le poids du robot, la réaction de la table. Et si on avance là, il y a l'action de l'air, ce qu'on appelle la force de frottement. Mais dans notre cas d'étude, puisqu'on va travailler sur le robot mobile, on va négliger tout cela. C'est pourquoi on va se concentrer uniquement sur le modèle géométrique et le modèle cinématique. Et en plus de ça, puisqu'on va rester uniquement dans le plan, on n'aura pas à faire des calculs kilométriques comme ceci pour déterminer le modèle cinématique. On va faire des calculs assez simples et compréhensibles par tout le monde. Pas besoin d'être un expert en informatique, pas besoin d'être un expert surtout en mathématiques, mais vous devez simplement avoir un peu l'esprit ouvert pour mieux appréhender la chose. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à déposer vos questions soit en commentaire, soit en nous envoyant aussi par mail. On sera ravis de pouvoir répondre à vos questions. N'oubliez pas que dans la prochaine séance, on va donc on va avancer avec l'exploration de la modélisation, mais en parlant plutôt du modèle dans le plan. Ça veut dire qu'on va travailler sur les robots mobiles. On va réduire notre espace de travail. On va partir du 6 degrés de liberté à 3 degrés de liberté. Et là, les choses vont être beaucoup plus simples. C'est vrai, on va commencer par les véhicules qui ne respectent pas la contrainte de mononomie. Et ensuite, on va attaquer les véhicules qui respectent cette contrainte de mononomie. Ne vous inquiétez pas, ce sont des éléments qu'on va travailler d'une façon plus progressive. Sinon, on se dit à très bientôt pour la prochaine séance. Portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de nous laisser vos impressions pour que nous puissions voir qu'est-ce qu'il faut améliorer et est-ce que les explications, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Merci et à tout le monde.